Monsieur le Président, chers collègues, chers messieurs, c'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous et j'espère que je vais pouvoir répondre à certaines de vos questions. Actuellement, en France, il y a environ 12 centres de nutrition parentale à domicile. Les 3 gros centres, c'est Lyon, Paris et Lille. À nous 3, on ferait 80% de la nutrition parentale de longue durée, mais ça correspond au total à 1000 patients en France. Et nous gérons actuellement 250 patients à domicile. Donc nous prenons en charge des patients qui ont une insuffisance intestinale chronique, c'est-à-dire des patients qui vont avoir un déficit, soit un grêle court, ou une résection intestinale étendue, ou une maladie motrice de l'intestin qui va donc nécessiter une nutrition artificielle pour obtenir l'équilibre nutritionnel, mais aussi pour l'enfant, obtenir une croissance. Donc les principales causes qui vont conduire à l'insuffisance intestinale sont le syndrome de malabsorption, au premier rang duquel vous avez le syndrome de grêle court, c'est-à-dire des résections très étendues de l'intestin grêle. Chez l'adulte, la principale cause, c'est l'infarctus mésentérique. L'autre cause, ce sont des maladies extrêmement difficiles. Le patient dont on vous a parlé, ce sont des maladies motrices qui peuvent toucher tout le tube digestif. Ce sont souvent des maladies orphelines, les pseudo-obstructions intestinales chroniques, donc des maladies rares, des myopathies ou des neuropathies intestinales. Finalement, vous avez, pour avoir un ordre d'idée de cette population, 3 à 4 adultes par an et par million d'habitants qui vont avoir besoin d'une nutrition parentale de longue durée. Chez l'enfant, c'est environ 7 enfants par an et par million d'habitants. Mais la survie en nutrition parentale à domicile, et c'est là où on comprend la difficulté de proposer la greffe, nous, la survie en nutrition parentale à domicile, elle est de plus de 80% à 5 ans. On a des patients qui ont 20 ans, 30 ans de nutrition parentale à domicile, qui vivent bien, qui ont des enfants, qui travaillent. Donc, toute la problématique est de savoir à qui on adresse, quel est le bon candidat à une transplantation intestinale. Et je suis d'accord avec vous, il ne faut quand même pas oublier les pionniers. Vous avez ici l'équipe de pédiatrie au complet lors de la transplantation intestinale de cette petite fille qui donc a bénéficié d'une transplantation intestinale isolée. Et actuellement, elle est suivie dans le service à plus de 20 ans d'une transplantation intestinale et elle va parfaitement bien. Donc, quelles sont actuellement les indications de la transplantation intestinale, les indications qui sont validées, reconnues? Ce sont des patients qui vont avoir une insuffisance intestinale jugée irréversible, ce qui n'est pas toujours facile au début. Quand un malade a une résection intestinale étendue, parfois, simplement le fait de faire un rétablissement de continuité entre un grêle et un côlon permet de faire un sevrage de la nutrition parentale. Donc il faut que l'on soit sûr que le patient va être dépendant à vie d'une nutrition parentale à domicile. Mais ça ne suffit pas, puisque nous avons des résultats extrêmement bons en parentale à domicile en termes de survie. Il faut qu'il y ait des complications, soit que le pronostic vital soit engagé à moyen terme du fait de complications de la nutrition parentale ou que la pathologie soit à haut risque de décès. Les indications reconnues aux États-Unis, c'est l'insuffisance intestinale avec échec de la nutrition parentale, c'est-à-dire lorsqu'il y a une insuffisance hépatique. Là, il est évident que lorsque l'hépatopathie est présente, le malade va mourir de cirrhose, des complications de la cirrhose. On comprend qu'il faille faire une transplantation foie plus grêle. Mais eux vont plus loin. Lorsque le patient commence à avoir des thromboses, des axes veineux, lorsque la nutrition parentale va être compliquée, ça peut être une indication à la nutrition parentale. Lorsqu'il y a des infections à répétition et lors de certaines maladies congénitales rares où la déshydratation est extrêmement importante, notamment en pédiatrie avec des maladies congénitales, et donc l'enfant est souvent à risque de développer une insuffisance rénale. Si j'ai des commentaires à faire sur ces indications-là, évidemment, l'insuffisance hépatique, le décès, il est attendu en nutrition parentale, donc ça semble évident que l'indication est formelle. Les thromboses veineuses, dans nos centres experts, finalement, les thromboses veineuses sont relativement rares. Et le patient dont vous a parlé le docteur Dokma, qui avait des thromboses diffuses, avait plus de 20 ans de nutrition parentale à son actif. Les infections, la mortalité est faible, et la déshydratation sévère sont souvent des maladies congénitales de pédiatrie.
Quelles sont les maladies à risque élevé de décès? Ce sont clairement les tumeurs desmoïdes et les maladies congénitales de pédiatrie et les grêles ultra-courts. Et ça, c'est quelque chose d'important puisque de plus en plus, nous voyons venir en réanimation dans les services des patients de tout âge avec un duodénum à la peau. Avant ces patients-là, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on en avait très très peu. Je pense que quand les chirurgiens parfois opéraient avec un infarctus mésentérique diffus, lorsque le grêle était complètement noir, parfois le malade ne sortait pas vivant du bloc. Maintenant, on se retrouve avec des patients parfois de 60 ans, 70 ans, avec un duodénum à la peau. Donc là, il y a une vraie discussion éthique à avoir. Donc quand le sujet est jeune, on peut avoir la transplantation intestinale derrière, mais il faut vraiment qu'on discute de ces indications-là, puisque clairement, les grêles ultra courts, c'est ceux-là qui se compliquent en nutrition parentérale. C'est ceux-là qui font l'hépatopathie. Donc, les tumeurs desmoïdes sont des causes fréquentes de décès, mais restent des maladies extrêmement rares. Pour ce qui est des maladies congénitales, il est vrai que la morbidité est élevée, mais c'est des maladies de pédiatrie. Et le grêle ultra-court a un risque élevé d'hépatopathie, donc nous sommes très concernés par ces malades à qui il ne reste qu'un duodénum à la peau, car on sait qu'ils vont développer une fibrose très rapidement. Concernant les indications qui seraient liées à la mauvaise qualité de vie, là c'est difficile, parce que c'est difficile d'évaluer la qualité de vie de ces patients. Nous sommes les médecins, c'est aux patients de juger de sa qualité de vie. Et il y a quand même des pathologies pour lesquelles la nutrition parentérale est compliquée, les maladies motrices intestinales, lorsque le patient est totalement en occlusion et ne peut pas s'alimenter, et qui en plus éventuellement a une mégavessie, on sait que la morbidité est très élevée, et souvent ces patients sont ces patients-là qui nous demandent à être transplantés. Alors quels sont les résultats? Alors il existe un registre international où chacun, tous les centres dans le monde, va rentrer ses propres données. Et donc depuis 1985, ce registre fonctionne relativement bien. 79 centres ont fourni des données, mais il y a environ 35 à 40 centres vraiment actifs. Le nombre de greffes dans le monde, ça c'est des résultats du registre de 2011, vous voyez, c'est moins de 3000 transplantations dans le monde. On ne parle pas là de que la multiviscérale, c'est la transplantation intestinale, qu'elle soit associée ou pas à d'autres organes. Donc vous voyez, environ 1000 transplantations du grêle isolé, 800 fois grêle, 600 multiviscérales. Et là, c'est enfants, adultes compris. 2600 patients, donc il y a déjà des patients qui sont retransplantés. Les survivants, 1300. Une donnée intéressante, c'est l'activité par centre. Vous voyez ici chacun des centres représentés avec le volume par centre. Et vous pouvez constater que 3 centres font largement plus de 100 transplantations, mais que globalement, 3 centres font 80% des transplantations intestinales dans le monde. Ces 3 centres sont aux États-Unis. Lorsqu'on regarde par continent, vous voyez donc au cours du temps que les choses sont en train d'évoluer. En Amérique du Nord, qui garde la plus grosse concentration de transplantation intestinale, on a le sentiment que les indications commencent à baisser. Le nombre de greffés commence à baisser depuis quelques années, alors qu'en Europe, vous voyez, c'est stable ou plutôt en cours d'augmentation. Alors, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la survie. Je vous rappelle tout à l'heure que je vous disais qu'en parentéral, on fait 85% à 5 ans. Eh bien, la survie des patients, enfants et adultes, alors selon les aires de transplantation, en rose, vous avez entre 2006 et 2011, vous voyez que la survie, à 96 mois, chez l'enfant, on est à 50%. Et chez l'adulte, un peu moins. Donc ça reste une transplantation extrêmement difficile, malgré les progrès qui ont été réalisés en termes d'immunosuppression et de chirurgie. La survie du griffon, elle est encore moindre. Donc la transplantation intestinale, c'est quelque chose de compliqué avec une survie qui, pour l'instant, reste encore faible. Quelles sont les causes qui vont conduire dans le monde à indiquer la greffe intestinale chez l'adulte? C'est essentiellement le syndrome de grêle court, plus de 60%, et ce qui conduit au syndrome de grêle court, c'est l'ischémie, la maladie de Crohn et le volvulus. Vous avez d'autres causes, les pathologies motrices, vous voyez 15% environ, donc ces maladies complexes qui peuvent toucher tout le tube digestif. Et quels sont les facteurs qui vont
favoriser la survie, clairement, c'est le volume du programme. Plus le centre a un volume élevé, plus la survie est meilleure, mais aussi l'état du patient. Tout à l'heure, on disait qu'il ne faut pas que le patient arrive trop tard à la transplantation. Clairement, un patient qui attend à domicile a une survie qui est bien meilleure que le patient qui attend hospitalisé. Et pour la première fois, la présence du foie est sortie comme un facteur favorisant. Mais c'est sorti que très récemment. Il y a 3 ans, si on faisait le même topo, ça ne sortait pas. Donc c'est une donnée qui est très récente et qui est probablement liée aussi au volume maintenant d'informations dont nous avons à disposition. Alors en Europe, nous nous sommes quand même posé la question, les différents centres de nutrition, donc sur 9 villes européennes, des candidats potentiels dans nos centres. Et donc, nous nous sommes tous réunis et nous avons rempli des questionnaires en utilisant les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et sur environ 700 adultes, on a fait la même chose en pédiatrie, nous avons évalué qu'il y avait environ 100 candidats potentiels en Europe. 15% pour lesquels la transplantation devait être rapide, c'est-à-dire qu'il y avait une hépatopathie sous-jacente, et 85% une indication potentielle. Donc la réponse à votre question est que finalement l'hépatopathie chez l'adulte en nutrition parentérale, actuellement, elle est peu importante. C'est vraiment une complication qui est peu importante. Elle est plus présente en pédiatrie, lorsque la parentérale est commencée très tôt et le foie est encore immature, où la fibrose est très rapide, mais finalement, nous, sur 250 malades en parentérale à domicile, j'ai moins de 10% d'hépatopathie. Et ici, une cartographie de la France où les différents centres qui avaient répondu à ce questionnaire avaient dit, bah voilà, moi j'ai tant de candidats, et donc nous avions tous répondu à ce questionnaire, vous voyez, et vous avez comme ça une idée des candidats potentiels, c'est les médecins qui avaient répondu à cette question. Donc à ce moment-là, vous voyez, sur environ 300 patients en nutrition parentérale qui avaient été identifiés, 60 étaient des candidats potentiels, avec pour ces patients une durée moyenne de nutrition parentérale à domicile d'environ 7 ans. Si on regarde en Europe, les patients en nutrition parentérale que l'on a considérés comme des candidats et qui n'ont pas été greffés, et qu'on les compare à des patients qui étaient candidats, vous voyez ici la survie qui va être comparée. Donc des patients en bleu, c'est des patients non candidats, c'est-à-dire des patients en parentérale que nous, on considère comme stables. La survie à 3 ans, elle est de 86%. Donc c'est les chiffres que je vous dis depuis tout à l'heure. Et lorsqu'on considérait que c'était des candidats potentiels, la survie, elle est à 80% à 3 ans. Mais dans ce sous-groupe de patients, on a essayé d'identifier ceux pour lesquels vraiment il y avait un risque plus élevé de mortalité. Donc on a regardé toutes les indications qui pouvaient conduire à la greffe et nous avons vu 2 grosses pathologies qui ressortaient. Les patients en nutrition artificielle pour des tumeurs desmoïdes ont un risque relatif de décès qui est très élevé. Donc ces patients sont probablement des bons candidats. Et les patients qui présentent évidemment une hépatopathie en nutrition parentérale ont un risque plus élevé de décès. Donc en pratique, pour nous, les critères de greffe sont lorsqu'il y a un échec de la nutrition parentérale, notamment lorsqu'il existe une hépatopathie, il est évident que la transplantation a un rôle de sauvetage et doit être réalisée le plus rapidement possible. Pour les pathologies à haut risque de décès, notamment les tumeurs desmoïdes, probablement que là, on doit avancer, parce qu'actuellement en France, je crois qu'aucune transplantation intestinale n'a été réalisée dans cette indication. Pour les autres pathologies, je dirais prudence. Prudence parce que finalement, nous avons une très bonne survie en nutrition parentérale à domicile. Donc, en conclusion, l'important, c'est évidemment d'identifier les patients, mais de les prendre en charge précocement dans un centre expert. Expert parce que la nutrition parentérale, lorsqu'elle est mal faite, là, on peut avoir des complications extrêmement sévères. Et lorsqu'on discute avec nos collègues pédiatres qui reçoivent des petits-enfants d'un peu partout de l'Europe, parfois on a des enfants qui arrivent déjà bout de course et qui ne peuvent même pas être greffés. Donc les patients doivent être pris en charge avant pour prévenir les complications de la nutrition parentérale à domicile, discuter de la chirurgie de réhabilitation,
évidemment le rétablissement de continuité dès qu'il est possible, éventuellement d'autres techniques chirurgicales, et évaluer les candidats potentiels à la greffe, ni trop tôt, ni trop tard. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Joly, de nous avoir fait part de votre immense expérience dans le domaine. On avait limité un petit peu l'exposé à la transplantation des adultes. Donc, oui. C'est vrai que l'expérience des enfants est tout à fait majeure, M. Launois l'a rappelé, et la primeur leur revient, mais on va plutôt discuter des adultes. Et de ce point de vue, c'est clair maintenant, et Jean-Yves l'avait déjà évoqué, que l'expérience aux États-Unis n'est pas exactement celle qu'on a en Europe. Et finalement, les grandes séries américaines correspondent au fait que la prise en charge de la nutrition parentérale que vous faites très bien est peut-être faite différemment. Et les indications sont aussi différentes. Nous, on ne nous a jamais référé des patients avec des indications que les Américains appellent préemptives. Oui. Les malades, comme l'a rappelé M. Bismuth, sont des malades qui ont une... Alors, je ne parle que des grêles courts et je ne parle pas des tumeurs desmoïdes qui sont des niches encore plus rares et qui posent encore d'autres problèmes quant à l'évolution. Mais les grêles courts, on a des malades qui présentent des insuffisances intestinales toujours associées à une insuffisance hépatique. On ne nous a jamais proposé de malades avec une insuffisance intestinale isolée. Est-ce qu'il faut le faire? Parce que finalement, quand vous nous montrez vos résultats, 83% par rapport à 80% ou 86% par rapport à 80%, il n'y a pas une très grande différence. Alors, est-ce qu'il faut le faire de façon préemptive pour prévenir d'éventuelles complications hépatiques ultérieures? On va quand même très loin dans cette affaire. Alors, d'ailleurs, je reviens sur, pour terminer sur une expérience des collègues européens que vous devez connaître, scandinaves, qui ont exactement la même chose, et qui pratiquement poussent un petit peu jusqu'où la nutrition parentérale. Vous, dans vos indications, d'ailleurs, si j'ai bien lu ce que vous avez écrit l'année dernière, je crois, dans le bulletin national de médecine, vous êtes même un petit peu plus en dessous. Vous évaluez à 40 cas, 40 adultes dans le bulletin. Là, j'ai vu que dans votre résumé, on est descendu à 30. Alors, pour ce qui est de l'indication de transplantation intestinale seule, je pense qu'il y a des indications. Et tout à l'heure, je vous parlais de ces malades que l'on voit arriver en duodénostomie. On en a de plus en plus. Ces malades-là, on ne les avait pas avant. Ça, c'est certain. Et un malade qui est en duodénostomie, nous, on est en train d'évaluer justement de manière un peu plus poussée la progression de l'hépatopathie. Et on voit en 2 ans apparaître de la fibrose. Il ne faut pas attendre pour ces malades. Un malade, à mon avis, en duodénostomie doit très rapidement, dès qu'on le reçoit même, on doit lui parler de la greffe. Et on a des très jeunes en ce moment, ceux que l'on met sur liste actuellement pour transplantation intestinale isolée, c'est des malades en duodénostomie, et on n'aura pas besoin de mettre le foie si on n'arrive pas trop tard. Donc je pense qu'il y a une place pour la transplantation intestinale isolée. Pour l'instant, on a beaucoup parlé du rôle protecteur du foie. C'est vrai que le foie, pour la première fois, ressort dans les travaux comme ayant un effet probablement modulant l'immunité, mais pas au point, clairement, pas au point de dire on va faire du foie grêle à tout le monde. On a montré l'exemple là de Lyon où finalement il y avait une multiviscérale, il y avait une charge immunologique majeure et pourtant il y a eu un rejet extrêmement sévère. Il y a beaucoup de nouveautés en ce moment. On découvre le rejet humoral finalement en transplantation intestinale. Vous nous avez posé la question de est-ce que nous avons les mêmes protocoles d'immunosuppression à Lyon, à Paris ou à Nice? Il faut savoir, on a l'impression que chaque centre aux États-Unis propose des protocoles différents. Donc c'est très difficile. Et actuellement en Europe, il y a un groupe de travail justement où on essaye de proposer un protocole relativement commun. Je voudrais rebondir. Tu nous as beaucoup parlé du grêle court, parce que là, on va peut-être apprendre des choses. Bon, première chose, le grêle court, maintenant, on ne doit plus refermer un malade qui a un infarctus, enfin qui a un grêle, il faut tenter.
Alors, deuxième chose, tu parles beaucoup de la duodénostomie. Donc c'est quelque chose... qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qui va faire que ce malade de Grelle-Cour ne va pas avoir une parentérale, un succès de parentérale? Alors, brièvement, pour moi, le message, c'est on peut vivre sans intestin grêle. Avec un duodénum, on peut vivre. Donc, à moins d'être face à un sujet extrêmement âgé pour lequel on se dit il n'y a pas de transplantation qui sera possible, il faut aller au bout et réanimer le patient. Pourquoi je parle de duodénum à la peau? Ce que l'on constate, c'est que ces malades font une hépatopathie très rapide. On ne connaît pas bien le mécanisme encore de ça. Il est probable que le fait d'avoir une rupture complète du cycle entéro-hépatique des selles biliaires doit jouer, mais aussi peut-être que ce flux porte qui est complètement diminué intervient aussi dans l'hépatopathie. Il y a également un autre phénomène qui est que les patients peuvent avoir des segments digestifs exclus, un petit peu de côlon qui est fermé dans le ventre. Ces malades transloquent en permanence et il y a une espèce d'hépatopathie inflammatoire qui apparaît. Donc le message, c'est quand il y a un segment intestinal, ne jamais évidemment le fermer et le laisser dans le ventre. Un petit bout de côlon même, il faut qu'il soit à la peau, qu'on puisse l'irriguer, qu'on puisse éventuellement l'utiliser et être extrêmement attentif avec ces malades, avec des grêles ultra courts pour les référer à des centres experts. Oui, vous savez, ce que vous dites a une grande incidence chirurgicale. Je crois qu'en France, même maintenant, il existe des chirurgiens qui, face à un infarctus mésentérique diffus, referment l'abdomen, même sur un sujet jeune. Or, ce que vous dites est très... Et je pense que c'est un message que nous, à l'Académie, devrions transmettre à la société chirurgicale pour dire, attention, il existe maintenant des moyens de sauver ces malades. Ce que vous dites est très important. Bon, je voudrais vous faire une autre remarque et peut-être une autre question. Vous savez, votre exposé était très bien structuré, très intéressant, et j'ai ressenti ça comme vraiment par rapport à la transplantation hépatique. Bon, je m'y réfère tout le temps, mais il y a eu différentes phases. Il y a eu une première phase technique, et vraiment on ne savait même pas si on allait arriver, et après on est arrivé. Et après il y a une deuxième phase où il a fallu convaincre les médecins que c'était une intervention valable. Là, vous y êtes. Et puis il y a une troisième phase, et c'était l'objet d'une conférence de consensus qui a eu lieu à Paris, qui était, certes, il y a des indications, elles sont bien reconnues, mais dans ces indications, à quel moment poser l'indication et à quel type de malade? Et là, c'est un gros travail à faire qui nécessite un consensus. Moi, je pense que vous avez abordé déjà les ébauches. Je crois qu'il faut aller plus longtemps. S'il y a tellement de centres en France, plus d'une dizaine, il faut, ne serait-ce qu'en France, mais c'est même l'occasion peut-être d'une conférence internationale, parce que les Américains, vous l'avez très bien montré, ils ont une attitude, bon, on les connaît, très coupée, c'est oui-non, quoi, voilà. Tandis que là, on peut aller plus loin et de façon plus, j'allais dire plus intelligente, mais je ne dis pas. Oui, tout à fait d'accord. Oui. Merci en tout cas. J'ai beaucoup aimé votre exposé et sa clarté. Et vous avez conclu, enfin, à un moment donné, en disant que pour les tumeurs desmoïdes, c'était un argument de plus pour s'orienter vers une transplantation intestinale. Est-ce qu'on connaît, puisque c'est quand même en général une maladie familiale, etc., est-ce qu'on connaît le risque de récidive de la tumeur desmoïde chez les transplantés? Alors, on l'a dit, alors, la transplantation, c'est déjà quelque chose de rare, mais la transplantation dans les tumeurs desmoïdes, c'est encore plus rare. Donc il y a une série qui a rapporté plusieurs cas. Il peut y avoir des récidives. Donc normalement, on aime transplanter quand on a l'impression qu'il n'y a pas d'augmentation ou d'apparition, qu'on ne soit pas dans une phase évolutive. Donc je crois que si ces indications semblent en effet intéressantes, elles vont rester quand même extrêmement... je veux dire au cas par cas. Je pense qu'on n'aura jamais suffisamment de patients pour pouvoir répondre de manière précise. Merci beaucoup, Madame Joly.